Alors, on vous en a parlé hier, évidemment, ce qui s'est passé chez Danone avec Emmanuel Faber, le conseil d'administration qui a voté pour une dissociation des fonctions de président d'un côté et de directeur général de l'autre. Emmanuel Faber qui reste évidemment président. On pourrait se dire que tout ça est très lié à la situation chez Danone. Ça serait allé un peu vite parce que le PDG, figure évidemment iconique, presque mythologique, parfois, souvent pointé du doigt par l'opinion publique sur leur pouvoir, sur leur rémunération. Eh bien, est-ce que cette question, le PDG ne serait pas en train de vivre ces derniers moments? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, c'est plus qu'une fonction. Le mot PDG, c'est quasiment devenu presque un symbole, parfois charrié, entre guillemets, négativement pour le coup connoté. Oui. Et même si, je pense que si on devait interroger les gens, je ne suis pas sûr qu'ils sauraient forcément vraiment ce que recouvre la fonction. Exactement. Alors peut-être que l'audience experte de Boursorama connaît très bien l'organisation d'une grande entreprise, en tout cas d'une société anonyme, mais c'est vrai que finalement, quand vous demandez autour de vous que recoupe exactement la fonction de PDG, vous aurez sans doute autant de réponses que... Le grand Manitou. C'est ça, le grand Manitou, très bien payé, qui a trop de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, on ne va pas faire un cours du droit des entreprises, on va rappeler simplement que pour une société anonyme, il y a deux systèmes d'organisation. Il y a le système qu'on appelle moniste, où vous avez un président, mais oui, monsieur Jacot, moniste, avec un président du conseil d'administration et un directeur général. Ces deux fonctions peuvent être associées, ça peuvent être la même personne ou dissociées. Et vous avez le système dualiste avec un conseil de surveillance d'un côté et un directoire. Et alors, ces deux fonctions, si on revient sur notre système moniste, ces deux fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Le directeur général, pour faire simple, rapide, il s'occupe du côté opérationnel de l'entreprise, de la gestion courante. C'est le représentant légal. Il peut contracter avec des tiers, il représente l'entreprise. Et puis, vous avez d'un côté, de l'autre côté, le président du conseil d'administration, qui lui, il préside et il anime le conseil d'administration. À noter que c'est finalement le conseil d'administration qui définit, lui, plus la stratégie, ouais, l'orientation de l'entreprise, qui contrôle aussi ce qui se passe, et que finalement, le président du conseil d'administration n'est pas qu'un membre, mais il préside le conseil d'administration, il rend de l'Assemblée générale, mais c'est évidemment le conseil d'administration qui a le pouvoir. Lui, il a plus un côté représentatif. Certes, il représente le conseil d'administration au niveau de l'Assemblée générale, au niveau des actionnaires, mais voilà un petit peu le partage des tâches entre ces deux fonctions. Ouais, sauf qu'en France, jusqu'à il y a peu, on fusionnait, enfin je pose la question pour le coup, est-ce que ça arrivait qu'on puisse fusionner ces fonctions avec à la fois des directeurs généraux qui étaient aussi des présidents de conseil d'administration? Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et puis on se dit, finalement, pourquoi pas? Parce que vous avez plusieurs avantages. Finalement, un président qui va être parfaitement au courant de la vie opérationnelle de la société, ce qui est pas mal pour éclairer le conseil d'administration sur son fonctionnement, son activité, ce qui est en train de se passer. Et puis de l'autre, finalement, un directeur général qui est aussi au courant des grandes orientations stratégiques. Vous avez une unité, un alignement parfait de la vision, si je puis dire. On peut aussi dire qu'il y a une meilleure incarnation devant les différents partenaires de l'entreprise. Donc, des avantages. On peut le voir comme un gage d'efficacité, et c'est vrai que c'est en France le modèle qui a prédominé pendant longtemps. Ouais, après ça, c'est pour le côté, j'ai envie de dire, positif. Après, et c'est ce qui explique aussi peut-être le mouvement actuel. Beaucoup critiquent justement cette fusion en expliquant voilà, il y a trop de pouvoirs réunis quelque part entre les mains du même dirigeant. Justement, voilà. Vous en pensez quoi? Y a souvent ces critiques, vous savez, on l'a lu les années passées, de conseils d'administration qui seraient des chambres d'enregistrement où finalement le PDG tout puissant peut faire valoir ses vues quasiment sans forme d'opposition. Et c'est sûr que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que c'est difficile pour le conseil d'administration d'assumer son rôle de contrôle quand le directeur général est aussi président du même conseil d'administration. Ce qu'on peut dire aussi, David, c'est que c'est une tendance de fond, une tendance lourde d'évolution de la gouvernance à une époque où vous avez de plus en plus de fonds d'investisseurs étrangers, notamment au capital des sociétés françaises, où on évalue les sociétés sur des notions extra-financières, vous savez, les fameuses l'ESG, le G, c'est la gouvernance, et c'est sûr que cette dissociation des fonctions, elle est dans l'air du temps, elle est vue de façon de plus en plus favorable par tous ces observateurs un petit peu de la gouvernance d'entreprise. On sait aussi que le rôle du PDG, même quand il demeure, est de plus en plus encadré, avec des comités du conseil d'administration, comités d'audit, des administrateurs indépendants, et de plus en plus de fonds et d'associations appellent à cette dissociation, ou alors, si on garde le PDG, qui est au moins un administrateur référent. Ouais. Alors on a évoqué, Laurent, le cas d'Emmanuel Faber chez Danone. Là, pour le coup, c'est évidemment un petit peu contraint, forcé notamment par des fonds activistes qui ont un peu levé le lièvre, mais on se rend compte que
c'est plus général et que c'est souvent quelque part pour préparer la transition à la tête d'une entreprise. Oui, et vous l'avez dit, David, aujourd'hui, je ne me souviens plus du compte précis, on doit être à 16 à peu près. Les PDG sont minoritaires au sein du CAC 40. On a, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 16 sociétés où il y a encore des PDG. Il y en a 19 où les fonctions sont dissociées. Et puis vous avez... On est sur le point de bascule, là. Ouais, vous avez 2 sociétés en commandite qui doivent être Michelin et Hermès, et puis 3 qui sont avec un conseil de surveillance et un directoire, Vivendi, Unibail Rodamco et puis Publicis de mémoire. Ouais, donc on est à ce point de bascule et vous l'avez dit, on voit que c'est aussi une façon de faire une transition en douceur managériale avec un PDG qui va garder la présidence. On voit Martin Bouygues, ça s'est passé exactement chez Bouygues. Ouais. Et il y a quelques jours. Hein. Il y a quelques jours. Ouais. Et l'arrivée d'un directeur général, on parle de Bouygues. On l'a eu chez Saint-Gobain aussi. On l'a eu chez Saint-Gobain. On l'a chez L'Oréal avec Nicolas Hieronymus qui va prendre la direction générale. On voit Saint-Gobain, Pierre-André Chalandard. Avec Benoît Bazin qui va prendre la direction. On pourrait parler de Score, Denis Kessler, et là c'est Benoît Ribadeau-Dumas qui va arriver. On l'a aussi chez Valeo à partir de 2022 avec l'arrivée de Christophe Périllat. Et chez Orange, eh bien, Stéphane Richard nous expliquait que la dissociation, c'est pas facile à dire, allait être étudiée dans la perspective de l'expiration de son mandat en 2022. Donc on voit qu'effectivement le mouvement s'accélère. Ouais. Jacques Aschenbroich d'ailleurs qui sera chez nous la semaine prochaine sur Boursorama. Cette dissociation n'est pas forcément définitive non plus, parce que l'histoire montre que, notamment je crois que c'est L'Oréal et Saint-Gobain, qu'il y a eu des séparations entre les deux, et puis finalement après ça a refusionné. Toujours dans cette logique de transition finalement, de se dire, le temps que le petit nouveau, entre guillemets, fasse ses armes, et après il récupère à la fois la présidence. Donc oui, vous l'avez cité, il y avait le cas avec Lindsay Owen-Jones pour L'Oréal, qui avait lâché la direction générale en 2006, et puis Jean-Paul Agon en 2013 avait à nouveau réuni les deux fonctions. Idem effectivement pour Pierre-André Chalandard qui avait récupéré la fonction de PDG en 2010. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose de définitif. Voilà, d'irréversible. À voir comment ça va se passer maintenant. Comment ça se passe ailleurs, parce qu'on parle de la France pour le coup. C'est une exception française ou pas? Alors, oui et non. C'est une exception française peut-être au niveau européen, au sens où au Royaume-Uni, pour le coup, il y a vraiment un régime de séparation des fonctions. Président et directeur général ne peuvent pas être les mêmes personnes. Aux États-Unis, c'est moins le cas, même si là aussi, le mouvement est en train de changer. Il y a une étude qui a été citée par le journal Le Monde, faite par une agence de vote qui s'appelle Institutional Shareholder Services, et qui expliquait qu'entre 2005 et 2019, finalement, la part des sociétés dissociant les deux fonctions, elle était passée de 30 à 53% au sein du S&P 500. Donc là aussi, un mouvement assez notable. Là aussi, cas emblématique, on pourrait parler de Jeff Bezos, et puis qui a laissé... Patron d'Amazon. Exactement, patron d'Amazon, qui a lâché les rênes opérationnelles. Et puis si on regarde nos confrères allemands, on est plus dans le système de directoire et conseil de surveillance qui permet aussi une cogestion de l'entreprise. On se dit quoi au final? On finit là-dessus, Laurent. On se dit que voilà, c'est bien, on est dans l'air du temps, ou est-ce que quelque part on ne perd pas aussi un petit peu en efficacité avec cette dissociation? Dire déjà qu'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dissocier les fonctions. C'est le code AFEP-MEDEF qui est un peu le code de référence pour les sociétés cotées qui disait, c'est intéressant, cette citation, la dissociation systématique des fonctions ne saurait être vue comme une formule de gouvernance unique au risque de méconnaître la réalité du fonctionnement et les besoins spécifiques des sociétés. Ça, c'est intéressant. Et puis, merci, vous avez fait mon job hier en posant la question à Antoine Frérot, qui disait, qui disait, c'est une tendance de fond qu'on va plus ou moins nous imposer, disait-il, notamment peut-être les fonds américains qui ne se l'appliquent pas forcément. Reste à voir ce que ça donne en cas de gros temps. Est-ce que quand on a deux paires de mains à la barre, c'est plus compliqué qu'en a une seule? L'avenir nous le dira. Quand vient le moment de la tempête, on le verra à l'avenir. Merci beaucoup en tout cas. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, bye.